Bonjour chers amis boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Alors, grosse nouvelle aujourd'hui dans les médias, la Ville de Québec aura finalement son troisième lien. C'est sans contredit un sujet très polarisant au Québec et c'est pour cette raison que j'ai décidé de l'aborder sur la chaîne. Je vais vous parler d'où ça part cette idée de troisième lien, vous partager mon analyse économique et finir avec ma position sur le projet. Si vous aimez les vidéos à saveur plus économique, pensez donner un j'aime à la vidéo afin de m'afficher votre appréciation. Pour ceux qui n'ont aucune idée de quoi je parle, le projet de troisième lien de Québec a pour objectif de relier la rive sud de Québec, où l'on retrouve la ville de Lévis, et la rive nord, où l'on retrouve Québec, avec un troisième lien, soit un tunnel à l'est qui viendrait s'ajouter au pont de Québec et au pont Pierre-Laporte, tous deux situés à l'ouest de la ville. Pourquoi en parler sur la chaîne? Parce que c'est un projet hautement politisé impliquant l'injection de milliards en fonds publics et qui, pour cette raison, s'est déconnecté de toute logique économique. Bon, le troisième lien. Beaucoup de salive et beaucoup d'encre ont été utilisés pour parler de ce projet. En fait, plusieurs peuvent penser que ce projet fait les manchettes depuis l'élection du gouvernement de François Legault lors des élections provinciales québécoises de 2018. Mais la réalité est tout autre. On en parle depuis les années 60, avant même que le pont Pierre-Laporte soit construit. À cette époque, le débat était de savoir s'il ne valait pas mieux relier les deux centres-villes directement au lieu d'ajouter un autre pont à côté de celui existant. Toutefois, on prit la décision de construire un deuxième pont à côté du pont de Québec pour des raisons économiques. Le projet d'une infrastructure reliant les deux centres-villes n'est pas mort pour autant. Ses partisans ont continué d'en faire la promotion durant les années 70 sans que rien de concret ne se réalise. Puis, l'élection de la CAQ a redonné un nouveau souffle au projet qui n'a jamais été aussi près de se réaliser. Les politiciens ont bien vu que le projet est populaire au sein d'une majeure partie des citoyens de la capitale nationale. Désirant conquérir la région, ils se sont lancés dans une espèce de surenchère afin de déterminer qui allait appuyer le plus fortement le projet et ainsi récolter les précieux votes de la région de Québec. Il faut dire que le premier ministre actuel s'est démarqué avec brio. En somme, on prévoit la construction d'un tunnel reliant les deux rives par les centres-villes dont les coûts sont estimés de 6 à 7 milliards plus 10 à 35 de marge de réserve, ce qui nous amène à près de 9 milliards de dollars de fonds publics. Pourquoi un tel projet? Pour répondre aux problèmes de congestion qui seraient importants sur les deux ponts actuels selon les défenseurs du troisième lien. Le trafic de l'heure de pointe pour traverser les ponts serait insoutenable et un troisième lien à l'est viendrait soulager les bouchons de circulation actuels. Il viserait aussi à faciliter le transport des marchandises et la circulation des véhicules d'urgence comme les ambulances et les pompiers. Ce serait aussi un projet d'infrastructure clé qui permettrait à l'économie québécoise d'être relancée en créant des milliers d'emplois lors de la phase de construction. Vous devez vous douter, c'est un projet qui est loin de faire l'unanimité. De l'autre côté, vous avez ceux qui comparent le troisième lien à une ligne de côte dans une analogie assez habile, on va le dire, visant à démontrer que d'ajouter un tunnel ne ferait que soulager temporairement les routes, participer à l'étalement urbain, à la croissance du parc automobile et à l'exacerbation de la congestion. Évidemment, les détracteurs du projet du troisième lien mettent à l'avant que plus de transport public est la solution. Regardons le tout d'un peu plus près. D'abord, du côté du trafic, sur les deux ponts actuels, le pont de Québec et le pont Pierre-Laporte, les deux sont bien loin de fonctionner à pleine capacité. Le pont de Québec, dont la capacité est de 45 000 véhicules par jour, en accueille environ 32 000 selon une étude publiée en 2017 par le ministère des Transports. Alors que le pont Pierre-Laporte, qui a une capacité de 145 000 véhicules par jour, en reçoit autour de 122 000 quotidiennement. Vous pourriez dire, les données ne sont pas si loin du maximum, mais avec le temps, la capacité finira par être atteinte. Alors, il vaut mieux prévenir que guérir en construisant un troisième lien. Le truc, c'est que l'utilisation des ponts est stable depuis plusieurs années et elle ne croît qu'à pas de tortue. Prenez l'exemple du pont Laporte. Depuis 2003, son utilisation quotidienne n'a pratiquement pas bougé, donc en 20 ans. Maintenant, lorsqu'on regarde qui utilise le pont ou les ponts, on réalise que c'est une infime partie de la population des villes de Québec et de Lévis qui utilisent les ponts quotidiennement. Seulement 30 des déplacements de la rive sud en période de pointe le matin se rendent à Québec, ce qui équivaut à 18 300 voitures. On peut ajouter 2 500 voitures si on comprend la couronne sud de Lévis.
Dans la direction inverse, soit de Québec vers Lévis, seulement 4 des déplacements ont pour destination Lévis ou 7100 véhicules. Donc, on parle en heure de pointe du matin de moins de 30 000 véhicules qui utilisent les ponts dans les deux directions en jour de semaine. Puis lorsqu'on se penche sur la destination de ces voitures qui partent de Lévis pour se rendre à Québec, on réalise qu'un lien à l'est ne leur sera pas très utile. En fait, 76 des déplacements ayant pour origine la rive sud ont une destination finale située à l'ouest de la ville. Donc, on construit un lien à l'est, mais les gens se dirigent massivement à l'ouest, soit à Sainte-Foy, qui est le principal pôle d'affaires de la ville. Vous pourriez me dire, oui, mais même si les ponts ne sont pas utilisés à pleine capacité et que moins de 30 000 voitures l'utilisent en période de pointe le matin, il est bouché le matin, alors il y a clairement un problème. Vous avez raison. Et le problème est essentiellement à la tête des ponts où la configuration actuelle crée un ralentissement. L'accès au pont était majoritairement à 2 voies, alors que le pont a, lui, 3 voies de circulation. Cependant, ce problème est en train d'être réglé avec l'élargissement à 3 voies des autoroutes menant au pont La Porte. En réglant ce goulot d'étranglement, la fluidité devrait être grandement améliorée. Mais admettons qu'on fasse fi des données et qu'on décide tout de même de dépenser 9 milliards dans un tunnel. C'est une bonne chose pour l'économie. On crée des milliers d'emplois pendant les 10 années que prendra la construction, non? Et avec la pandémie, ça prend des gros projets d'infrastructure pour relancer l'économie. Cet argument comme quoi les dépenses de l'État en infrastructure est une panacée pouvant sauver l'économie est probablement la plus grande fumisterie présentée par les politiciens et les bureaucrates. Au-delà des rêves magiques de certains individus qui pensent qu'on peut obtenir quelque chose pour rien, les dépenses de l'État doivent être payées par l'impôt. Emprunter ne fait que retarder le moment de la collecte et complexifie celle-ci au moment où les États se retrouvent trop endettés. L'inflation entre parfois en ligne de jeu, mais n'oubliez pas que ce n'est qu'une forme d'impôt déguisé. Puis, les emplois créés ne sont en fait que des emplois déplacés. Les taxes prélevées auprès des contribuables les empêchent de dépenser pour acquérir les biens ou les services qu'ils ont vraiment besoin. Ça veut dire que tout emploi créé par la construction de ce tunnel empêche la création d'un emploi privé, peut-être même plus productif, ailleurs, que ce soit dans un restaurant en Abitibi, chez un tailleur à Montréal, dans une poissonnerie sur la Côte-Nord ou dans une scierie au Saguenay. Ce sont les payeurs de taxes de toutes les régions qui paieront ce tunnel. Pensez aussi à tous les biens non produits, aux services non offerts et aux idées entrepreneuriales non réalisées pour que ce tunnel voie le jour. Puis j'entendais le premier ministre en conférence de presse dire que Québec, la ville de Québec, a et aurait encore plus de potentiel avec ce tunnel et toutes les dépenses en infrastructure qui viennent avec. Mais à quel prix? D'autres régions s'appauvrissent pour que Québec s'enrichisse. Quand les impôts sont prélevés en Mauricie pour construire un tunnel à Québec, c'est la Mauricie qui s'appauvrit au grand bénéfice de Québec. Le premier ministre s'est aussi prononcé contre un péage sur ce futur tunnel. Pourquoi? Le système de péage est un des meilleurs systèmes économiques qui soit. Pourquoi ne pas faire payer les utilisateurs de ce tunnel compte tenu qu'il n'est pas essentiel et que d'autres alternatives publiques s'offrent aux automobilistes? Tout dépendant de combien vaut son temps par rapport au prix du billet, l'automobiliste déterminera s'il vaut la peine de sauver 30 minutes dans le trafic et emprunter le tunnel. Puis si ce n'est pas le cas, le pont public est toujours gratuit. En plus, la beauté du péage, c'est que ce tunnel ne se construira que s'il est rentable de le faire. Aucune entreprise privée ne se lancera dans la construction d'un tunnel de la sorte si elle ne pense pas pouvoir rentabiliser et profiter de son investissement pour la durée de vie utile de l'infrastructure. C'est de cette façon qu'on peut savoir s'il est logique de monopoliser des ressources monétaires, matérielles et humaines qui sont, je vous le rappelle, limitées pour construire le tunnel. Aucune entreprise privée ne se lancera dans un projet de tunnel à 9 milliards si elle juge que la demande est insuffisante par rapport aux ressources nécessaires pour sa réalisation et son entretien. Malheureusement, seulement les politiciens peuvent approuver des projets de la sorte qui sont économiquement non rentables et qui gaspillent les ressources des Québécois en plus de nuire à l'économie. Les Québécois n'ont rien à gagner à construire un tunnel qui ne servira qu'à quelques milliers d'automobilistes. Je serais curieux de voir combien d'entreprises de construction soumissionneraient pour acquérir les droits afin de construire ce tunnel. Selon moi, pas beaucoup. Du moins,
pas dans sa configuration actuelle. S'il n'y avait pas de pont, comme au début du 20e siècle à Québec, l'argument pour en construire un irait de soi. Lors de la construction du pont de Québec, il fallait relier les deux rives pour amener la voie ferrée à Québec et permettre l'importation et l'exportation des produits qui étaient manufacturés dans la ville. Mais là, on s'apprête à dépenser 9 milliards dans un projet économiquement non viable qui ne participera aucunement à l'augmentation de la productivité du Québec. Puis l'argument de la sécurité et de permettre aux ambulances de traverser d'une rive à l'autre plus aisément, j'aimerais ça savoir à quel moment les deux ponts, le pont de Québec et le pont Pierre-de-la-Porte, sont inutilisables pour les services d'urgence. Puis ça coûterait assurément moins cher de leur offrir un transport aérien en cas d'urgence qu'un tunnel à 9 milliards. Bref, le troisième lien, oui, je suis pour, mais seulement s'il est réalisé par le privé et que les utilisateurs payent pour l'utiliser. Bref, laissez-moi savoir ce que vous pensez de ce projet dans la zone commentaire. Je veux vous entendre, c'est toujours un plaisir de vous lire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.